Bonjour à tous, donc je remercie Marc Vizera qui m'a aidé à faire ce cas clinique et on va donc parler d'un cas de pathologie génitoscrotale chez l'homme principalement, puisqu'on partage cet item avec nos collègues pédiatres. Alors, c'est un item qui est un petit peu difficile à traduire sur le plan de l'enseignement, puisqu'en fait, il est assez vaste et en même temps, finalement, il n'y a que quelques pathologies qui sont à connaître. Et donc, le choix éditorial qu'on a fait, c'est de s'en tenir strictement aux items qui sont au programme. De ce fait, de ne pas traiter beaucoup d'autres pathologies qui sont pourtant présentes. On sera obligé de les citer puisque c'est un peu des diagnostics différentiels, mais le moins possible pour vraiment rester sur le cœur du sujet. Alors, de la même façon, on va commencer le cas clinique chez un enfant, mais étant entendu que les items seront traités par nos collègues pédiatres, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents types de pathologies qu'il peut y avoir. Donc, vous voyez ce jeune garçon amené par sa maman, originaire de Nice, à l'âge de 1 an. Il est né à terme, sans difficulté particulière, pas d'antécédents. Et en fait, votre maman vous l'amène, sa maman vous l'amène, puisque elle rapporte un décalotage impossible. Elle essaye de le décaloter soigneusement tous les jours, mais chaque fois qu'elle essaye, il pleure et effectivement, elle est très inquiète puisqu'elle n'a encore jamais vu son gland. Vous examinez l'enfant, vous avez cette anomalie. Alors, qu'allez-vous dire à la maman? C'est le premier item. Est-ce que c'est un phimosis? Est-ce que c'est un paraphimosis? Je vous laisse réfléchir et comme d'habitude, je vais vous répondre dans quelques secondes. Voilà les réponses. Donc, c'est un phimosis. Vous allez surtout rassurer la maman et lui dire d'arrêter de s'acharner sur son fils, puisque c'est physiologique à son âge et quasiment jusqu'à 5-6 ans. Donc, il ne faut surtout pas faire ce qu'on a dit à des mamans pendant des années et des années, c'est-à-dire de tenter désespérément de décaloter ce gland qui n'en a absolument pas besoin. Donc, chez l'enfant, c'est quasiment quelque chose de physiologique, c'est quasiment quelque chose qui va se terminer pendant la croissance de l'enfant. On passe maintenant à l'âge adulte, ou en tout cas un jeune adulte. Donc, vous retrouvez le fils de Madame P. Il a maintenant 18 ans. Bon, son problème de phimosis, fort heureusement pour lui, s'est finalement résolu spontanément, comme vous l'aviez prédit. Mais cette fois-ci, il se présente aux urgences pour une douleur du testicule gauche et de l'aine à gauche. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous allez faire comme hypothèse diagnostique? Je vous laisse réfléchir et je vais maintenant vous donner la réponse. Les diagnostics à évoquer, le prioritaire, hein, c'est clairement la torsion du testicule. C'est une urgence chirurgicale dans les 6 heures, donc tout tableau aigu de douleur du testicule est une torsion jusqu'à preuve du contraire. Là, en plus, on est dans un contexte où probablement on va devoir faire une exploration scrotale puisque rien ne permet de prédire qu'il ne s'agit pas de ça. En revanche, c'est important de savoir qu'il y a des pièges. Notamment, on peut avoir des crises de colique néphrétique. Alors, c'est assez rare chez les jeunes adultes ou chez les enfants, mais il faut y penser. Et c'est vrai qu'on vous dit là qu'il a une douleur du testicule et de l'aine à gauche. Il faut quand même bien interroger le patient pour être sûr que ce n'est pas des douleurs lombaires qui descendent dans le testicule, mais que c'est bien une douleur initialement du testicule. Et puis, si vous avez de la fièvre, si vous avez un testicule qui a l'air inflammatoire, il faudra penser au diagnostic d'orchiépidémie de gauche. Donc, toutes ces hypothèses diagnostiques sont pertinentes. Donc, cas clinique suivant, en fait, le patient vous rapporte une douleur brutale qu'il a réveillée il y a 4 heures puisque il s'est été réveillé brutalement par cette douleur. La douleur ne s'est pas calmée. Il vous dit qu'il a horriblement mal, une VA à 8 sur 10, pas de fièvre, pas de brûlure mictionnelle. Il se laisse difficilement examiner, mais vous sentez un testicule qui est rétracté à l'anneau inguinal, une tuméfaction douloureuse. Je rajouterai à l'oral que ce patient n'a pas un testicule inflammatoire rouge, mais il est douloureux, rétracté à l'anneau inguinal, choc lombaire négatif. Donc, qu'allez-vous faire maintenant devant ce tableau-là? Qu'est-ce que vous retenez finalement parmi tout ce tableau, tous ces tableaux potentiels comme étant le diagnostic le plus probable?
Bon, j'ai un peu spoilé, on va aller à la réponse immédiatement. Bah oui, c'est une torsion du testicule, une torsion du cordon spermatique gauche. Là, il n'y a pas place pour le doute. Je dirais même que si vous aviez demandé, parce que c'est le cas de plus en plus souvent, une échographie et que vous n'explorez pas ce patient, il y a un vrai risque qu'on puisse considérer, si jamais vous vous êtes trompé, que vous avez fait une faute. Donc là, en tout cas, à l'ECN, devant un tableau de ce type-là, vous n'aurez pas à douter, c'est une exploration chirurgicale qui est absolument indispensable et on ne pourra pas vous donner un tableau avec une échographie qui vous dit que ça n'est pas une. Aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui pourrait se passer en pratique. On peut parfois, si on a le temps, faire des explorations, mais vraiment, il faut avancer. Alors justement, quelles sont les propositions exactes dans ce cas-là? Vous demandez une échographie pour confirmer votre diagnostic. Il faut proposer immédiatement une exploration scrotale par voie chirurgicale. Le pronostic fonctionnel du testicule est mauvais après 6 heures. Le pic de fréquence est plutôt en périnatale et à l'adolescence. Et la torsion didatide sessile peut mimer une torsion du cordon spermatique. Je vous laisse réfléchir et je vous donne les réponses maintenant. Donc, on peut demander une échographie, ce n'est pas une faute, et on ne pourrait pas mettre cet item tel quel à l'ECN, mais clairement, l'échographie peut être demandée si elle ne fait pas prendre de retard. Là, on est à 4 heures. Le temps d'organiser le bloc, on va être à peu près dans les délais de 6 heures, et 6 heures, c'est effectivement le délai vraiment le plus maximum pour avoir une chance que le testicule récupère, pour qu'il récupère notamment la sécrétion de spermatozoïdes. Il peut garder au-delà de ça sa sécrétion endocrine, les androgènes, mais il y a un vrai risque sur sa fonction, sur sa vitalité, si vous les attendez trop longtemps. Donc là, je pense que dans le cas particulier qui est vraiment caricatural, s'il venait aux urgences de Lyon Sud, même en 2023, eh bien, on ne ferait pas d'échographie, on l'enverrait directement au bloc opératoire. Voilà. Donc, on ne demanderait pas l'échographie pour confirmer le diagnostic. On ferait donc directement le mettre au bloc opératoire pour faire une exploration scrotale, pour faire une exploration chirurgicale de son scrotum. Le pic de fréquence, il est effectivement chez les jeunes adultes. Donc là, on est vraiment dans le cas typique, hein, et c'est notamment aussi le moment où il y a le plus d'enjeux, évidemment, pour des jeunes adultes ou pour des enfants qui risqueraient de se retrouver avec un seul testicule pour le reste de leur vie. Et puis, effectivement, on peut avoir, et il y a beaucoup de diagnostics alternatifs, comme par exemple ce qu'on appelle l'idatide sessile, qui est un petit reliquat embryonnaire qui peut entraîner, en fait, un tableau équivalent à une torsion du testicule, et on en fera le diagnostic en explorant le patient. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il vaut mieux ça que d'avoir un testicule qui a été tordu 5 ou 6 heures, qu'il ne va pas forcément récupérer si on ne l'a pas vraiment pris dans les délais souhaitables. Alors, en post-opératoire, vous avez pu voir le patient et vous avez finalement fait l'orchidopexie bilatérale. On détord le testicule, on fait une orchidopexie bilatérale, c'est le traitement classique. On lui diagnostique à ce pauvre garçon un diabète de type 1, on a une hémoglobine A1C à 12, et puis en post-opératoire, eh bien, on va se retrouver avec une cicatrice chirurgicale qui devient très défavorable, un érythème, et puis on a l'apparition de crépitants sous-cutanés, des taches noirâtres sur le scrotum, une augmentation de volume du scrotum, et le patient présente de la fièvre, une tension artérielle basse. À ce stade-là, quelle est la seule hypothèse qu'on peut retenir? Donc, on est devant une orchiépididymite banale, hein, il a de la fièvre à 40. Orchiépididymite, il faut le mettre sous antibiotique. Deuxième hypothèse, varicocèle gauche. Troisième hypothèse, gangrène de Fournier. Quatrième hypothèse, décompensation acidocétosique. Cinquième hypothèse, hydrocèle réactionnel. Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse. Bon, là, il n'y a pas trop de doute, hein. Alors, j'ai mis en gris la décompensation acidocétosique parce qu'effectivement, chez un patient qui aurait un diabète très déséquilibré, probablement qu'il faudrait la suspecter par ailleurs, mais
en tout cas dans le cas particulier, si vous avez des crépitants sous-cutanés au niveau du scrotum, il faut tout de suite penser à une gangrène de Fournier. Très honnêtement, là, on a un peu poussé le cas clinique au maximum. C'est plutôt des gens âgés, c'est plutôt effectivement des gens diabétiques, mais pas des gens jeunes comme ce patient. C'est pas tellement quelque chose qu'on a en post-opératoire, mais plus quelque chose qu'on peut avoir, par exemple, sur une fausse route. Mais en général, il y a effectivement un facteur iatrogène qui explique ces gangrènes de Fournier. Et puis, vous avez ce choc septique, hein, puisque vous avez une tension artérielle qui est basse, vous avez une hyperthermie. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on n'est pas juste devant une orchiépidémie simple et encore moins devant une hydrocèle réactionnelle. Donc là, pas de doute là-dessus. Alors, si vous avez une suspicion de gangrène de Fournier, quel que soit l'âge du patient, quel est ou sont là où les réponses vraies, je vous laisse lire ces différents items et on va y répondre maintenant. Donc, premier item qui vous est proposé, la prise en charge est chirurgicale uniquement. Non, elle sera chirurgicale et médicale, évidemment. Oui, il faudra faire une prise en charge chirurgicale très agressive et on va exciser la totalité des tissus nécrotiques. On ne les laisse pas en place, on va volontairement enlever la peau et on fera secondairement une réparation. Donc ça, c'est très important. Euh, il faudra instaurer une triple antibiothérapie immédiate contre les germes aérobies et anaérobies. C'est évidemment une prise en charge médico-chirurgicale avec des patients qui iront certainement, enfin un patient qui ira certainement en réanimation. Les crépitants, ils traduisent la présence de bactéries anaérobies et c'est le signe tout à fait caricatural d'une gangrène. Et la mortalité de la gangrène de Fournier est assez élevée si on ne prend pas en charge correctement ces patients. À l'inverse, si on les prend en charge correctement, et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Alors, chez un patient jeune, en bon état général, on peut parier qu'il n'y aura pas de souci. Ce qui explique qu'il puisse y avoir une mortalité assez élevée, c'est que très souvent, c'est chez des patients obèses, diabétiques, âgés, avec des problèmes de santé multiples. Et évidemment, si vous prenez en charge trop tard, eh bien, si par exemple vous faites le diagnostic le soir et que vous dites on le verra demain matin pour le mettre au bloc opératoire, là vous avez vraiment le risque d'avoir des problèmes graves. Je vous remercie de votre attention.